Est-ce que vous appelez également à la démission d'Emmanuel Macron? Moi, je n'appelle pas à la démission, je dis juste que là, on est dans une situation de crise et de blocage politique dont il a une part de la responsabilité et dont il faut qu'il prenne cette responsabilité, qu'il comprenne que son entêtement à ne pas vouloir ni respecter les urnes, ni respecter les mouvements sociaux, ni respecter les pétitions, ni respecter à peu près tout ce que les Français et Françaises ont tenté de faire pour lui faire comprendre qu'il se trompait de voie, toutes ces choses-là ont été inutiles, toutes ces choses-là ont été balayées d'un revers de main. Et donc aujourd'hui, il se retrouve en fait dans la crispation qu'il a lui-même créée. Et évidemment, dans ces cas-là, eh bien, la réponse est à la hauteur de l'histoire d'Emmanuel Macron avec le peuple, c'est-à-dire une tension très forte et une dureté. Et j'ai vu le sondage qui disait qu'il y avait plus de 60% de Français qui voulaient le voir partir. Je pense que c'est la 67% selon un sondage Elab. ouais, c'est la conséquence directe de son incapacité à entendre. Mais vous ne faites pas partie de ces 67% de Français. Vous ne souhaitez pas le départ d'Emmanuel Macron. Moi, je pense pour être très sincère, je pense qu'il va devenir inéluctable. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'est pas à moi de le demander. C'est pas à moi, Sandrine Rousseau, sur ce plateau de le demander. Mais je pense qu'il se met lui-même dans une crise dont il n'arrivera pas à sortir. Il n'ira pas jusqu'en 2027, selon vous? Je suis aujourd'hui prête à peu près à parier que non. La France insoumise va jusqu'à déposer une motion de destitution. Elle va trop loin? Non, elle va pas trop loin. Elle renvoie au sentiment du sondage dont vous avez parlé, qui est qu'il y a un ras-le-bol et il y a vraiment une... En fait, Emmanuel Macron a toujours pensé que les scores qu'il faisait à la présidentielle étaient des scores d'adhésion, alors que c'était des scores de barrage pour éviter l'extrême droite. Et il a estimé que ces scores étaient une espèce de validation de sa politique, ce qui est l'erreur absolue. Et en fait, il n'a jamais voulu déroger de cela. Il n'a jamais voulu imaginer que dans son espèce de sentiment de toute puissance, il ait pu se tromper, il ait pu ne pas comprendre ce qui se passait dans le pays, il ait pu aller trop loin dans les réformes antisociales et contre les personnes les plus vulnérables. Et par ailleurs, moi je pense, alors, au-delà de ça, que nous sommes dans un moment très important en fait, de fin d'adhésion à un système libéral qui n'a plus de sens. Je pense que ce système économique de croissance productiviste avait du sens tant qu'il amenait le progrès à chacun et chacune. Aujourd'hui, chacun sait que demain va être sans doute un peu plus dur qu'aujourd'hui, que nos enfants auront sans doute une vie un peu plus dure que celle que nous avons eue. Et par conséquent, il n'y a plus d'adhésion à ce modèle-là. Donc pour moi, c'est au-delà d'Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, on est dans un système économique qui est en profonde interrogation, mais qui est concrètement, interrogé par le... concrètement, Mme Rousseau, donc vous n'appelez pas directement à sa démission, en tous les cas pas maintenant. Vous n'allez pas voter la confiance de François Bayrou. Vous attendez quoi? Je vais même voter contre. Oui, bien sûr, dissolution. Hein. Non, j'attends que Emmanuel Macron fasse quelque chose qui semble aujourd'hui tout à fait extraordinaire, mais qui pourtant est dans l'esprit de la Ve République, qui est de respecter les urnes, et de respecter le résultat des urnes. Et donc nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et ensuite libre à nous de trouver les moyens de gouverner dans ce cadre-là. Mais en effet, ce ne sera pas facile. C'est encore possible aujourd'hui? Absolument, c'est tout à fait possible. Ce qui n'a pas été fait il y a 1 an et demi, est-ce que le président de la République pourrait aujourd'hui se dire, eh bien, je nomme Lucie Castet. Et Lucie Castet, vous pensez qu'elle pourrait avoir la majorité, qu'elle pourrait tenir avec quelle majorité à l'Assemblée? Ce qui s'est passé il y a 1 an et demi était absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation, parce que le résultat du nouveau Front populaire, c'est pas juste 4 partis qui se sont mis d'accord. Ce sont des ONG, ce sont des associations, ce sont des syndicats, et d'ailleurs il y a plein d'associations qui aujourd'hui voient leurs subventions baisser simplement parce qu'elles ont soutenu le nouveau Front populaire à l'époque. Donc ces gens ont pris des risques et en fait il y a toute une société civile qui s'est mobilisée pour mettre le nouveau Front populaire en tête. Sauf que vous n'aviez pas la majorité absolue, mais très bien, mais Sandrine Rousseau. Et la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet, je ne peux plus l'entendre. C'est parce qu'elle aurait été, son gouvernement aurait été renversé dans tous les cas. Cet argument, je ne peux plus l'entendre. Au nom de quoi Emmanuel Macron avait-il la majorité?
on non, mais ne serait justement. pas dans cette difficulté s'il l'avait. Mais pour autant, Donc, le oui, NFI mais n'avait pas non pourquoi plus. C'est Pourquoi vrai, Madame Rousseau. Très bien. Mais Pourquoi entre-temps, la le nouveau nôtre Front n'est populaire, pas il s'est disloqué. acceptable Pourquoi la nôtre n'est pas acceptable et pourquoi c'est toujours celle d'Emmanuel Macron qu'on remet au centre de la table. Je vous le dis, Certes, il y a eu un vote des électeurs et électrices qu'il s'agit tout simplement, dans le cadre d'une démocratie, de respecter. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la base, mais c'est absolument essentiel pour retrouver Alors, la il aurait dû le confiance. faire, mais votre budget, de toute manière, Il aurait ne serait été pas retoqué. passé. Oui. En fait, là, vous faites de la politique avec des si. Moi, je dis, il y avait un résultat qu'il convenait de respecter et que l'on peut Ça, encore vous avez aujourd'hui raison. Je pense que respecter. vous avez raison. Et ensuite, c'est à nous, ça aurait été à nous, De convaincre. députés et ministres de ce gouvernement, de trouver les moyens de la majorité. Mais en fait, et moi je me souviens des interviews à ce moment-là, on avait une espèce de discours en boucle qui disait vous n'y arriverez pas, vous n'avez pas la majorité, vous n'y arriverez pas. En fait, personne n'avait la majorité, mais par contre, il y avait quand même une force qui était Donc, arrivée aujourd'hui, première. vous êtes encore sur cette option-là. Mais il n'y a pas d'autre option là, en fait. Il n'y en a pas d'autre. Sauf à faire une dissolution, mais dans ces cas-là, moi je vous invite tous à lire, par exemple, le livre de Johan Chapoutot, Les Irresponsables, pour voir à quel point 2 dissolutions dans un mandat, ça peut être extrêmement déstabilisateur et déstabilisant. Et par ailleurs, moi je suis prête à aller devant les électeurs et électrices, et je pense que toutes les forces politiques du nouveau Front populaire y sont prêtes. Mais est-ce que c'est réellement la voie qui aujourd'hui permettra d'apaiser le pays? Permettez que j'en doute. Donc, votre scénario privilégié à vous, c'est de nommer un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre en l'occurrence. Vous demandez Lucie Mais de Castet, gauche. spécifiquement. Oui, Lucie Castet ou n'importe qui du nouveau Front. Qui d'autre à l'état? Non mais très bien, Oui, Lucie mais Castet c'est parfait. Mais le Lucie problème, Castet Madame c'est parfait. Castet, le problème, Madame Rousseau, c'est que C'est le parfait. nouveau Front populaire, entre-temps, Il a existe-t-il explosé. encore? Enfin, je pense que cette question vous me l'avez posée avant, après, pendant Non, non, mais l'élection, là, après. là, là, à là, chaque là, je la pose interview. maintenant. Mais non, mais Il y a un an, Donc, il existait, oui, je vous l'accorde, vous mais là, le dis. maintenant, il n'existe Oui, plus. il y a un an, vous me disiez le nouveau Front populaire n'existe plus. Et moi, je vous Non, disais il existe- existait. Et là, on aujourd'hui, sortait je des vous le élections. redis, Moi, je vous ai pas il dit ça il y a un an. existe. Je vais vous dire, dans Mais les là- votes à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, dans l'ensemble des votes sur l'ensemble des amendements, sur l'ensemble des lois qui ont été présentées à l'Assemblée depuis maintenant la dissolution, donc depuis un an, je pense qu'on a 95% de votes en commun. Donc, on est probablement le bloc politique le plus cohérent de toute l'Assemblée nationale. Oui, enfin, pour le dernier budget, le Parti Oui. socialiste a quand même Il n'a levé- pas voté la censure, mais il a levé le pouce. voté exactement les mêmes amendements que nous. Nous avons voté les leurs. Il y avait d'ailleurs un budget que nous avions travaillé qui permettait de trouver la voie vers les moins de 3% de déficit et vers un équilibre du PLFSS. Ce budget-là n'a pas été respecté. Aucun des amendements que nous avons proposés n'a été entendu ni respecté par le gouvernement, y compris des amendements qui étaient vraiment même demandés par certains députés de la Macronie. Je pense par exemple à des amendements sur les dispositifs Et vous fiscaux verriez, entre Est-ce que vous verriez entreprises et leurs Premier filiales. ministre, vous Sandrine Rousseau, ou une écologiste ou un écologiste? Mais bien sûr, n'importe qui du nouveau Front populaire. Moi, je vais vous dire, Vous verriez vous à n'importe qui du Matignon. nouveau. Non mais. Vous n'allez pas me faire dire là que je suis c'est la candidate à question Matignon. des Je vous dis, n'importe qui du nouveau Front populaire, ça ira. N'importe qui du nouveau Front populaire, Tout ça le ira. monde au nouveau Oui. Front populaire a Olivier l'étoffe Faure. d'être un Premier ministre. Pardon. Olivier Faure. N'importe qui du nouveau Front populaire, ça ira. Est-ce que vous redoutez que le Parti socialiste, finalement, offre une possibilité de survie à François Bayrou? Ce que je pense surtout, c'est qu'il va y avoir encore, et comme depuis maintenant des mois et des mois, une volonté de casser le nouveau Front populaire. Oui. Parce Mais ça, que diviser c'est- pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment le nouveau Front populaire à ne pas rentrer dans ce jeu-là et à rester dans la dynamique de nous avons été élus sous une étiquette, le nouveau Front populaire, et nous gouvernerons sous cette étiquette, le nouveau Front populaire. Après, vraiment, je pense que si c'est X ou Y qui Ça change quand même. est le Premier ministre ou la Première ministre, derrière, il y aura un gouvernement qui, de toute façon, sera coloré de l'ensemble des forces du nouveau Front populaire. Nous avons un programme qui est commun, nous l'avons défendu devant les électeurs, et en fait, ce programme est en capacité de changer véritablement la vie des gens. Mais très concrètement. Tout le C'est-à-dire programme, que rien là- que le programme, pour reprendre les mots de M. Mélenchon? Alors, moi, je vous le dis depuis la dissolution et je tiens absolument le même discours. C'est-à-dire que nous proposerons des lois issues de ce programme qu'après nous soumettrons
au débat parlementaire et qui seront évidemment amendés et modifiés en fonction des débats parlementaires. Mais évidemment que c'est une question d'éthique politique, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas être élu sur un programme et revendiquer tout de suite de pouvoir en changer. C'est-à-dire, il faut avoir de la constance en politique et il faut être honnête vis-à-vis des gens que nous représentons. Quand on Et écoute nous le Parti sommes- socialiste, on se dit pas qu'il est complètement sur la même ligne que vous. Tous les candidats du Parti socialiste ont défendu le programme du nouveau Front populaire. Si vous me demandez à moi, est-ce que le programme du nouveau Front populaire correspond à 100% à ma ligne, je vous réponds non. Par exemple, je trouve qu'on dit beaucoup, on met beaucoup trop la question du PIB, de la croissance en avant. Ça ne me convient pas à 100%. C'est-à-dire, ça n'est pas le programme que je défends. Pour autant, je suis prête à défendre ce programme et dans l'Assemblée et dans un gouvernement du nouveau Front populaire parce que c'est le contrat que nous avons passé avec les électeurs et Glucksmann électrices. parlait sur Mediapart de gauche non soluble sur la ligne de départ en 2027. Alors, il n'est pas député. Il n'est pas député, mais à l'Assemblée nationale. c'est la preuve que la gauche ne parle pas d'une voix, en tout cas. Ouais. Alors déjà, Raphaël Glucksmann n'est pas élu sur l'étiquette du nouveau Front populaire. Raphaël Glucksmann a un projet qui est d'être candidat en 2027. Mais 2027, c'est dans 2 ans. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, ne savent pas de quoi demain sera fait, qui n'ont pas un sou, qui n'ont pas 1 euro d'avance, qui le 10 du mois ne savent pas comment ils finiront le mois, qui sont dans des logements insalubres, qui souffrent au travail, qui galèrent à trouver un médecin, qui ont de places de crèche, etc. Tous ces gens-là ont besoin de solutions avant 2027. Donc oui, Raphaël Glucksmann a son projet et je le respecte. Maintenant, nous avons aussi à être responsables vis-à-vis des Français et Françaises d'ici 2027. Il y a une autre option. Est-ce que la responsabilité de vous, des élus, elle passe pas aussi par peut-être des concessions, des compromis? Vous avez pu entendre aujourd'hui François Bayrou qui a l'air d'y croire. Il s'exprime demain aux 20h de TF1. Il dit qu'il va se battre comme un chien pour essayer de convaincre notamment le PS. Et aujourd'hui, à l'université de la CFDT, il a quand même fait un pas vers la gauche quand il propose des efforts spécifiques pour taxer les plus riches, quand il propose de s'en prendre à certaines niches fiscales. Ça, c'est pas de nature potentiellement à vous faire changer d'avis? Ça fait depuis 2022 que nous avons été élus qu'on dit qu'on va faire des pas vers la gauche. Et à chaque fois que le gouvernement est en difficulté, il dit qu'il va faire des pas vers la gauche. Et à la fin, les seuls qui ont été servis dans cette affaire, c'est le Rassemblement national. Regardez les lois sur Mayotte, regardez les lois immigration, regardez tout ce qui s'est passé. Ce ne sont que des appels du pied au Rassemblement national. Il n'y a jamais eu, pas l'ombre d'une tentative de faire une majorité ou de faire, de trouver chez nous le moyen de passer la majorité. Donc en fait, il y a une volonté de ne pas faire de programme de gauche. En fait, c'est ça le sujet. C'est qu'il y a une volonté de ne pas mener une politique économique, de ne pas mener une politique sociale, écologique et de gauche. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a le plus frappé dans la prise de parole de François Bayrou avant-hier ou hier, je ne sais plus, hier, c'est qu'on a passé un été caniculaire avec des températures extrêmes. On a eu des feux, des méga-feux, les pompiers, au péril de leur vie, ont eu toutes les difficultés à arrêter. Il n'y a pas eu un mot d'écologie. Pas eu un mot. C'est quand même Là, c'est incroyable. des économies budgétaires, donc ça n'a rien à voir avec... Eh ben voilà, on est exactement au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, non, tant qu'on justement, on n'y est pas. mais si, tant qu'on pense le budget uniquement... Non, mais là, on mélange tout, là. Non, Désolé. c'est absolument lié. C'est-à-dire qu'un budget qui est responsable aujourd'hui, c'est un budget qui prend le virage écologiste absolument indispensable. C'est un budget de dépenses, nécessairement. Pas forcément, parce que si, pas forcément, parce que si, par exemple, vous développez l'agriculture biologique plutôt que les pesticides, eh bien, vous réduirez les dépenses de santé mécaniquement. Si vous diminuez la pollution de l'air, vous diminuerez les dépenses de santé de manière mécanique. Donc, en fait, non, ça n'est pas aussi... Vous savez très bien que c'est pas vrai. Vous savez que l'agriculture biologique a vu ses budgets diminuer. Vous savez que le Fonds vert a vu ses budgets diminuer. Tous les maigres micros avancées que nous avions sur l'écologie ont toutes été balayées. Sur le dernier budget, il y a eu moins 2 milliards sur les dépenses d'écologie, alors que nous sommes au début d'un effondrement. Je rectifie, ce que vous dites est vrai, mais c'est pas vrai. Merci. À court terme. À court terme, les effets sont nuls. Ça peut être vrai à très court terme.
aujourd'hui, si nous ne faisons pas les dépenses écologiques qui, encore une fois, sont une question de vie ou de mort sur Terre, hein, ni plus ni moins que cela, puisque là, nous sommes dans un emballement du réchauffement climatique. Non, mais je vous vois lever les yeux au ciel, nous sommes dans un emballement du réchauffement climatique. On est convaincus. Hein, tous les chercheurs disent que nous ne pouvons plus rester en dessous de 1,5 degré. Tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui coûtera 5 fois 4 fois ou 5 fois plus cher dans les années à venir. Donc en fait, c'est ça un budget qui protège les Français. Et en fait, il n'y a jamais eu. C'est comme s'ils étaient enfermés. C'est comme s'ils étaient enfermés dans une. C'est là où on n'a plus les moyens. C'est pas une question de moyens, c'est une question de nécessité, c'est une question d'impératif en fait. Oui, on n'a plus le choix. On finance on ne peut pas continuer à avoir des visions court-termistes en disant qu'on n'a pas les moyens de survivre, parce qu'en fait, ce qu'on met en péril, c'est la survie de notre espèce. Et on peut pas. En fait, on peut pas être dans une logique comptable quand il s'agit vraiment. Mais c'est pas une logique comptable, c'est une logique, c'est la réalité. Parce que parler de moyens, c'est des moyens financiers. Oui, mais quand vous allez avoir 100 milliards d'intérêts à rembourser à des investisseurs internationaux, ça fait 100 milliards en moins pour l'écologie. Vous voyez, oui, mais quand il n'y aura plus rien sur Terre, le sujet ne sera même plus sur la table. Oui, mais donc il y a peut-être des solutions. Il y a peut-être des voies de passage. C'est peut-être penser au long terme, en fait, les solutions. Oui, mais il y a des solutions. Absolument, il y a des conditions. On n'a plus aucun moyen, donc on a plus de marge de manœuvre. Absolument, il y a des conditions, mais à condition de ne pas être enfermé dans un système de pensée qui consiste à dire produire plus, travailler plus, consommer plus. Et en fait, c'est exactement les sources du problème et de l'effondrement dans lequel on est. On peut consommer différemment, on peut consommer bien. Eh bien, il faut passer d'une économie du plus à une économie du mieux. Et en fait, c'est toute cette vision stratégique que n'ont pas eu les gouvernements d'Emmanuel Macron. Vous n'arrivez pas à en faire la pédagogie et à la rendre positive et à la rendre séduisante. Parce qu'en fait, ce que vous dites, excusez-moi si je suis un tout petit peu caricatural, j'en conviens, mais ce que vous dites pour beaucoup de Français, c'est de dire on va revenir à l'âge du silex et non mais de la décroissance. Un tout petit peu caricatural. Non mais vous me comprenez quand je dis voilà. Et en plus c'est assez contradictoire avec une partie des Français qui disent, et ça avait fait mouche à l'époque, on veut travailler plus pour gagner plus. Et beaucoup de Français qui se plaignent aujourd'hui, on le voit, même à travers le mouvement du 10 septembre, c'est de dire on veut gagner plus, on veut gagner plus d'argent. Plus de pouvoir d'achat. Si vous regardez les études sociologiques, vous verrez qu'il y a près d'un salarié sur deux qui est en souffrance au travail. Il y a un salarié sur deux qui s'interroge aujourd'hui pour démissionner de son travail, pour trouver un travail qui a plus de sens, quitte à gagner moins. Après, il y a une frange des personnes salariées et des auto-entrepreneurs qui sont dans la galère extrême, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'argent. Eux, il faut les augmenter. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'en fait, c'est une capacité à vivre qu'il faut leur donner. Mais il y a aujourd'hui une absence d'adhésion à un système de croissance productiviste qui n'a plus de sens pour les gens, qui n'a plus de sens. En fait, on a l'impression de courir et d'accélérer vers quelque chose dont on sait que, on le sait consciemment ou inconsciemment, c'est en train véritablement de tomber. Nous sommes sur un système économique qui est un colosse au pied d'argile. C'est ça qu'il faut préparer en fait. Je vais vous prendre un exemple juste. Pour de Rousseau, on fait que 1% de croissance. Hein. Oui. 0,7 même, je vais vous dire. 0,7%. Ça veut dire qu'on n'est pas très productif. Et c'est pour ça qu'on fait des réformes sur le RSA, sur les chômeurs, etc. C'est-à-dire qu'on tape sur les plus vulnérables alors même que ça ne déclenche pas de croissance. Et je vais vous dire, un des premiers symptômes de l'effondrement économique, ça va être lié à l'écologie, ça va être l'absence d'assurance, par exemple. C'est-à-dire que les assureurs vont refuser d'assurer. Qu'est-ce que notre système économique, notre système de propriété privée, notre système de logement va devenir sans assurance? Je vous demande de réfléchir ne serait-ce que 5 minutes à cela. Et vous verrez que la priorité d'un budget aujourd'hui, ce serait de faire cette transition écologique et sociale. Morgane, qui nous regarde, a une proposition pour faire des économies. Pourquoi ne pas commencer par diminuer les salaires des députés, sénateurs et membres du gouvernement et supprimer les avantages à vie accordés à certains responsables politiques? Ça, c'est intéressant parce qu'on a vu dans les vidéos YouTube de François Bayrou, oui, bien sûr. Les élus est revenu très souvent sur le tapis et il a décidé de nommer... Oui, il dit lui-même que ça lui a été beaucoup signalé sur ses vidéos.
Et il a nommé donc l'ancien député René Dosière pour essayer d'inventorier les avantages, les privilèges qui existeraient encore. Oui. Je vais vous dire un truc, il n'y en a pas tant que ça. Je vais vous dire un truc, il n'y en a pas tant que ça. Je sais qu'en disant ça, il y a plein de Français qui vont dire dit n'importe quoi, mais c'est quand même la vérité. Il y a eu un ménage qui a été fait. Peut-être y a-t-il encore quelques sous présidence de François Hollande. Oui, non, mais il y a eu des choses de fait même depuis plusieurs années, franchement, et même au début des premières années Macron. Anecdotique, pardonnez-moi. Mais c'est le coup de la démocratie. Le convoi de voitures, d'énormes voitures, lorsque François Bayrou s'est rendu à Ségur pour sa conférence de presse, je ne sais pas combien il y avait de voitures, on avait envie de dire, mais une voiture, voire une voiture pour la sécurité, ça suffisait. Tout le monde a des voitures officielles, tous les ministres, c'est absolument sidérant, enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous répondez-vous à Morgane qui nous regarde, Sandrine Rousseau? Je pense que la question de Morgane, elle repose deux questions en réalité. La première, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les statuts des élus et les statuts des Français et Françaises, et notamment du salaire moyen. Et ça, c'est une vraie question, puisque aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a une concentration anormale des salaires sur les très bas salaires, c'est-à-dire sur le SMIC horaire. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que nous avons en France une démocratie ostentatoire, j'ai envie de dire, avec des ors de la République, avec de nombreuses voitures, etc. Et que cela, en effet, aujourd'hui, ça n'est pas acceptable parce que ça dit aussi une forme de rapport au pouvoir qui n'est pas en phase avec ce qu'attendent les Français et Françaises. Vous êtes pour la baisse du salaire des députés ou pas, Sandrine Rousseau? En tous les cas, si c'est décidé, je m'y plierai sans aucun problème. Mais je veux dire, il y a quelque chose à travailler de l'ordre de qu'est-ce que le pouvoir, en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est des démonstrations de puissance? Voilà. Est-ce que ce sont des démonstrations d'attributs, des démonstrations de puissance, ou est-ce que c'est une capacité à agir? Et moi, depuis que je suis députée, je vais vous dire, je suis très surprise du fait, députée d'opposition par la force des choses, je suis très surprise du fait que nous avons autant de dorures et d'attributs du pouvoir que nous n'en avons pas réellement en fait à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une des assemblées qui a le moins de pouvoir pour l'opposition. J'aimerais dire un mot sur le 10 septembre. Vous appelez aux côtés de la France Insoumise, du PS et du Parti communiste à rejoindre ce mouvement du 10 septembre, mouvement qui est d'ailleurs un petit peu flou. Le message porté, les organisateurs, tout ça, c'est encore pas très très clair. Mais ce mouvement, avec ce qui est en train de se passer, il perd un peu de sa substance, non ? Vous appelez toujours à aller manifester? Moi, je crois qu'au contraire, il va être extrêmement important. Alors là, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Alors après, peut-être que je me trompe. Si le gouvernement tombe. Et on verra après le 10 septembre ce qui se passe. Mais je pense qu'au contraire, ça permettra aux Français et Françaises de dire toute leur colère à Emmanuel Macron presque en direct, puisqu'il n'y aura pas de gouvernement entre le peuple et Emmanuel Macron. Et je soupçonne que ça sera au contraire l'occasion vraiment d'une espèce de démonstration et de révolte. Ça ne vous gêne pas de vous associer à un mouvement qui est parti de l'extrême droite finalement? Mais moi, je vous dis qu'il est parti de l'extrême droite. Fiscalité, avec des accents poujadistes très prononcés, ça devrait vous faire réfléchir, non? Vous dites qu'il est parti de l'extrême droite. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit parti de l'extrême droite. Avant qu'il soit récupéré par Jean-Luc Mélenchon. Hein. Non, mais il a circulé quand même de manière organique dans des réseaux, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans des organisations de gauche aussi. Hein. Moi, j'ai vu. Mais au départ, c'était l'extrême droite. En tout cas, ça a été repris très très vite. Enfin, des organisations de gauche se sont appropriées. Non, mais rien que dans le vocabulaire que vous utilisez, c'est-à-dire que vous dites que Jean-Luc Mélenchon récupère, mais l'extrême droite, par contre, elle initie. En fait, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui ont sorti des accents poujadistes. Non, ce sont des citoyens qui ont monté cette révolte. Moi, je pense qu'il faut entendre cette colère. Vraiment. Comme on a entendu, ou mal entendu d'ailleurs à l'époque, les gilets jaunes. Et je pense que là... Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites, il y a eu 1001 mouvements... mal entendu, mais ça a quand même, à l'arrivée, coûté... pas mal aux caisses de l'État, 12 milliards. Oui, mais vous savez, sur les ronds-points, il y avait par exemple énormément, et il y a eu vraiment des livres et des études là-dessus qui sont hyper intéressantes. Il y avait beaucoup, par exemple, de familles monoparentales, en l'occurrence des mères, qui étaient à temps partiel au SMIC et qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et qui tenaient le rond-point. Qui étaient pour rouler au diesel, qui étaient pour non, ça n'est pas vrai. Ah ben non, ça n'est pas vrai. Non, ça n'est pas vrai. Ça, c'est une caricature que vous en faites. Moi, je peux vous dire, j'ai eu un échange avec les Gilets jaunes de plusieurs heures à l'issue du mouvement, et j'ai été extrêmement impressionnée par la réflexion écologique qu'ils avaient. Extrêmement impressionnés. Et on a voulu les caricaturer en disant que c'était des espèces pardon de l'expression, parce que je dis ça
dans la bouche des personnes qui les caricaturent des espèces de beaufs en diesel. Ça n'est pas vrai, ça n'était pas ça. C'était des gens qui souffraient et qui, au contraire, voulaient protéger leurs enfants. Et les caricaturer de cette manière, c'est dire aussi tout le mépris qu'on peut avoir vis-à-vis d'un mouvement citoyen. Vous renversez la charge de la preuve. Je reprends ma question. Vous pensez que même si le gouvernement tombe le 8 et donc que François Bayrou n'est plus chef du gouvernement le 9, le 10, il y aura quand même du monde dans la rue? Moi, je pense qu'il y en aura même plus. Ouais, mais après, je ne suis pas... moi, j'y serai, mais je ne sais pas ce que feront les autres personnes. Mais je suis très convaincue que la sera Emmanuel Macron. Vous serez où? Eh ben, je serai, s'il y a un cortège, je serai dans le cortège, et sinon, je participerai. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce que vous allez bloquer, parce que tout sera bloqué. Il n'y aura plus de gouvernement, il n'y aura plus rien, la France sera à l'arrêt. Mais on a l'impression que vous avez extrêmement peur d'une journée de blocage, c'est pas... Ouais, moi, j'ai peur de rien. Non, mais en fait, je veux dire... l'intitulé de cette blocage manifestation, c'est aujourd'hui... bloquer tout. Bloquons tout. Oui, Donc, le blocage aujourd'hui, il est issu des 7 ans de politique d'Emmanuel Macron. Enfin, je ne vois pas comment on peut l'exonérer de sa responsabilité dans ce qui va se passer le 10 septembre. Donc voilà, moi je dis, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas de quoi acheter à manger à leurs enfants le matin au petit déjeuner. Est-ce qu'on vit dans un pays qui est le 10e pays en rang de PIB? Et est-ce que c'est acceptable qu'il y ait cette situation-là? On a des personnes qui vivent dans des logements qui sont absolument invivable l'hiver à cause du froid et invivable l'été désormais à cause du chaud. Est-ce qu'on accepte cela? Il y a des enfants qui aujourd'hui sont scolarisés et dorment la nuit à la rue. Est-ce qu'on accepte cela? La réponse est non. Est-ce que on accepte que des personnes travaillent et s'usent au travail, usent leur dos, usent leurs muscles, usent leur squelette et que derrière ils ne gagnent pas plus de 900 €? Je pense par exemple à toutes les aides à domicile. Vous croyez que ça va s'améliorer avec la décroissance? Ça va être pire encore. Au contraire, on va faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et au contraire, on changera la vie de ces personnes. Et c'est la rue qui amènera au départ d'Emmanuel Macron, selon vous? Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci Sandrine Rousseau d'avoir pris le temps de répondre à nos questions